Bonjour tout le monde. J'ai Daniel Mangana dans l'émission cette semaine. C'est un entrepreneur à succès qui aide les gens à atteindre leurs objectifs et leurs rêves en combinant compétences pratiques et énergie. Alors, on a beaucoup de choses à aborder, tant du côté business que du côté énergétique. J'ai préparé des questions pour lui, pour l'interroger sur le conditionnement ancestral et comment s'en libérer et que faire quand on est au fond du désespoir, genre comment payer le loyer. Vous savez, quelles sont les étapes faciles que tout le monde peut suivre et plein d'autres questions sympas. Donc, j'espère que vous apprécierez cette discussion. Je l'attends avec impatience. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager avec votre famille et vos amis. Alors, allons parler à Daniel et voyons ce qu'il a à dire. Daniel, je suis ravie de vous recevoir. J'ai tout un tas de questions pour vous et on verra où cette conversation nous mène. Oui, avec deux vieux entrepreneurs un peu fous ici, en train de papoter. En effet. Bienvenue. Merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Merci de m'avoir invité, Julie. Avec plaisir. Allons-y. Votre mission d'entreprise est impressionnante. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est une mission d'entreprise, la plupart des entreprises auront une mission du type « nous voulons faire ceci et cela et cela » et souvent, quand vous entrez dans différents bureaux, leur mission d'entreprise sera affichée au mur. Et la vôtre est vraiment extraordinaire. Alors dites à tout le monde ce que c'est et comment vous l'avez trouvé. Oh mon Dieu, vous voulez que je la récite mot pour mot? Je l'ai ici, je peux la lire pour vous. Être le fer de lance d'une élévation évolutive, de la conscience humaine. Éveiller les gens à leur rôle unique, souvent ignoré, que je définis comme leur rêve. J'en suis où là? C'est pas mal. Vous êtes. La dernière partie était d'éveiller les gens à l'importance de leur rôle unique. C'est ça. Leur permettre de manifester la vie de leurs rêves. C'est bien ça. C'est ça. Et j'ai pensé, quelle superbe mission. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'original. C'est en fait la version modifiée. L'original était dans mon livre The Dreamer's Manifesto que j'ai écrit en 2018. Et puis, quand des gens bien meilleurs que moi pour écrire s'en sont occupés, ils l'ont rendu un peu plus succincte et claire. Donc, j'ai dû passer de mon original à la version modifiée. Mais oui, on y était presque. Mais c'est le même concept. Comment avez-vous trouvé ça? Je veux dire, c'est l'une des missions d'entreprise les plus profondes que j'ai jamais lues et j'en ai lu un paquet. Merci. Pour moi, ce qui était essentiel, c'est que je vois vraiment la réalité globale comme cette tapisserie. Et une histoire que quelqu'un m'a racontée une fois de l'époque du Covid, qui a vraiment, quelque sorte, vraiment, peut-être. Ça m'a vraiment donné un exemple très concret de ce dont je parle avec cette mission d'entreprise. Alors voilà, j'étais à New York et ils étaient particulièrement stricts à New York et il fallait genre prendre rendez-vous pour aller au supermarché ou un truc ridicule comme ça. Mais bref, le seul créneau horaire qu'elle pouvait obtenir était à 1h vraiment impossible du matin, genre 5h du matin. Et donc, elle descendait de son immeuble et se rendait au magasin ou je ne sais quoi d'autre. Et elle a raconté qu'à chaque fois qu'elle y allait, il y avait cette jeune femme particulière à la caisse qui était toujours impeccablement sur son 31. On pouvait voir qu'elle était apprêtée derrière son masque et tout le tralala. Et elle avait toujours une énergie très positive, toujours. Elle avait comme cette super énergie chaleureuse et aimante. Et elle a dit, dans la folie ambiante, parce que vous savez, New York, c'était vraiment la folie. C'était cette lumière qui brillait pour elle et ça lui donnait quelque chose à attendre avec impatience. Ça a apporté une lumière dans sa vie. Et j'ai écrit un blog, il y a probablement 10 ans maintenant, un truc fou comme ça, intitulé L'histoire de l'éboueur siffleur. Et ça parlait de l'idée que beaucoup d'entre nous négligeons des choses que nous ne voulons pas faire, mais que quelqu'un d'autre adore faire. Et quand je regarde cette tapisserie de la réalité que j'ai mentionnée avant, il y a tellement de ces fils qui s'entrelacent pour créer la belle tapisserie. Et chacun d'entre eux est pertinent. Le plus petit fil peut faire toute la différence dans l'image. Et tous ces fils ont un rôle à jouer. Et parfois, je pense qu'on perd de vue à quel point notre rôle apparemment insignifiant est important dans le grand schéma des choses. Il s'agissait vraiment juste de faire comprendre aux gens que chacun des fils que nous sommes crée la tapisserie dans son ensemble. Nous sommes tous importants et spéciaux.
Je suis d'accord. Bien dit. Je vais même plus loin, Daniel, en disant que chaque expérience que chacun de nous vit n'arrivera qu'une seule fois. Ce sera nous, à ce moment précis, vivant cela de cette perspective. Et toute cette information va dans la conscience collective. Donc, ça y entre et ça aide toute l'humanité parce que nos têtes sont comme de grandes antennes paraboliques et nous recevons et transmettons des fréquences et chaque pensée a une fréquence. Donc, quand on pense à quelque chose, on capte cette information. Un peu comme sur un canal radio bidirectionnel, comme si vous aviez réglé votre antenne parabolique, votre tête sur une chaîne de télé ou une station de radio. Et toutes ces expériences de toutes ces personnes qui ont jamais vécu et qui vivent actuellement depuis le début des temps sont toutes dans cette information à laquelle nous avons accès. Donc, je suis d'accord. Je pense que si on ne sait pas faire quelque chose, la plupart vont sur YouTube pour apprendre, pour faire quelque chose. Par exemple, j'y étais récemment pour essayer de changer la pile de ma clé de voiture, la télécommande. Je me suis dit, comment vais-je faire ça? Je ne veux pas devoir y aller. C'était le week-end, donc le concessionnaire était fermé. Oh là là. Comment vais-je faire ça? Et donc, j'ai juste cherché sur YouTube et c'était là et... Ça m'a donné la réponse. Ça a super bien marché, mais j'aurais pu dire, OK, esprit, comment je change ma clé? La pile de clés de voiture pour un YouTube universel. Exactement. Et il y a des trucs sur le YouTube universel qui ne sont pas sur le vrai YouTube. Donc, vous avez raison. Vous dites que pensée, énergie, croyances subconscientes et programmes créent nos vies. Expliquez, s'il vous plaît, ce que vous voulez dire. Alors, ma philosophie, c'est que chaque chose qui apparaît dans notre vie quotidienne, notre réalité physique, est le résultat d'un mouvement qui a été fait ou non à travers le temps et l'espace. En d'autres termes, tout ce qui arrive dans la vie est l'effet d'une causalité, d'une inaction ou d'une action que nous avons faite. Mais la plupart d'entre nous ignorent le fait qu'une grande partie de la causalité qui mène aux effets est en fait complètement inconsciente. Pour nous, je crois que les chiffres sont quelque chose comme 90% de notre activité quotidienne est complètement inconsciente. Donc, nous avons des pensées inconscientes, créant des habitudes inconscientes qui mènent à notre vie. Et puis, nous avons notre état émotionnel et l'impact que cela a, parce que nous ne pouvons penser qu'au niveau de notre état émotionnel actuel. Et quiconque écoutant ceci n'est pas d'accord, je vous invite à essayer d'avoir une pensée joyeuse en étant très triste, ou une pensée triste en étant très heureux. L'état émotionnel limite ce que nous pouvons réellement faire mentalement. Et donc, quand on commence à comprendre cet effet de cascade de l'état émotionnel vers la pensée inconsciente, vers l'activité inconsciente, vers le résultat, et qu'on commence à réaliser que, attendez une minute, nous avons en fait un impact que nous pouvons avoir sur ces pensées inconscientes. Nous pouvons réellement avoir un impact sur ce qui se passe avec cet état émotionnel. Nous pouvons commencer à être un peu plus intentionnels et créer un résultat que nous voulons réellement voir dans notre vie au quotidien. Eh bien, je pense que la plupart d'entre nous, en voiture, tournons dans la mauvaise direction par habitude de notre trajet habituel. Oui, voilà, inconscient. Oui, ça m'est arrivé. Je l'ai fait la semaine dernière et je voulais aller vers le sud, sur l'autoroute, et je me dirigeais vers le nord, qui est la direction que je prends normalement, bon sang, ma fille. Donc, j'ai dû sortir et faire demi-tour et revenir. Donc, vous avez raison. C'est un exemple rapide, facile pour la plupart. Ou vous êtes au magasin et vous pensez, OK, je vais acheter ça comme au supermarché et je vais acheter ceci, cela et cela. Et vous vouliez prendre autre chose, mais ce n'était pas sur votre itinéraire habituel. Nous sommes surtout faits d'habitude. Je sais que quand je suis au supermarché, je commence à une extrémité du magasin et j'avance et je serpente à travers pour prendre tout ce dont j'ai besoin. Juste parce que c'est l'habitude, je n'y pense même pas. Mais ça affecte mon résultat et puis j'ai fait ça hier. Eh bien, bon sang, j'ai oublié de prendre je ne sais quoi. Et la réalité, c'est que c'était dans une partie du magasin où je ne vais habituellement pas. Et c'est toute l'histoire avec, vous savez, les schémas inconscients. Et tellement de gens se critiquent constamment, s'en veulent énormément à eux-mêmes, et ils ne reconnaissent pas du tout qu'en fait, cette autocritique incessante ne fait que renforcer encore et encore ces mêmes schémas négatifs. De plus, beaucoup de gens ignorent complètement aussi que jusqu'à 70% de ce schéma inconscient s'est mis en place à un moment crucial de votre vie où vous n'aviez aucune idée de ce qui se passait réellement. C'est le moment où c'est vraiment devenu très évident pour moi. Mon fils a 3 ans
Je crois l'avoir mentionné avant qu'on enregistre. Donc, mon fils va avoir 3 ans en décembre. Et tu sais, je n'oublierai jamais ce moment-là. Il n'avait même pas encore 1 an. Il avait environ 10 mois et demi. Je suis rentré du bureau, j'ai passé la porte, il m'a regardé, a souri et a fait signe de la main. Et ça semble insignifiant, mais c'est la première fois que je passais la porte et qu'il faisait signe. Maintenant, voici ce que je veux que tout le monde comprenne. À aucun moment, je n'ai dit, Ethan, quand quelqu'un passe la porte, tu souris et tu fais signe. Il a juste observé et appris le schéma qu'on fait signe dans ces circonstances. Aujourd'hui, je l'appelais en vidéo et il en avait assez de moi et était prêt à retourner regarder ses dessins animés. Il a dit « Je t'aime, papa, au revoir », puis a fait signe parce que il sait comment terminer la conversation. Mais encore une fois, personne ne lui a dit « C'est ce que tu fais ». Il arrive au point final de la discussion et il était prêt à passer à autre chose. Mais combien d'entre nous sont aux prises avec des schémas de comportement dans nos relations, nos finances, notre situation de santé, où nous n'avons aucune idée d'où nous avons appris à faire ce signe? Combien d'entre nous sont fâchés contre quelqu'un ou ont eu un désaccord avec quelqu'un aujourd'hui, mais nous ne savons pas où ils ont appris le signe de la main, de ce comportement qui a mené à ce désaccord ou cette incompréhension. Donc, ça m'a vraiment donné beaucoup plus de compassion pour les gens et leurs actions et aussi pour moi-même parce que tant de ce que nous faisons chaque jour est juste modelé sur un moment de notre vie. Nous n'avions littéralement aucune, sans comprendre ni savoir ce que nous modelions et apprenions à devenir. Et je pense que beaucoup vient de nos ancêtres aussi. Et peut-être qu'on n'en est pas conscient ou qu'on ne les a jamais rencontrés. L'épigénétique? Est-ce l'épigénétique ou c'est dans le... Non, c'est juste comme le truc des ancêtres, l'épigénétique. Je pense à notre entourage, vous savez ce qu'est notre environnement, mais les ancêtres. Et je veux aborder ça dans quelques minutes. Mais d'abord, vous dites que nous n'avons pas besoin de nous reprogrammer pour vivre la vie que nous désirons. Pourquoi pas? Comment faites-vous si vous ne vous reprogrammez pas? Alors, ce que je veux vraiment dire par là, c'est que nous n'avons pas à attendre une reprogrammation complète pour commencer à avancer vers la vie. Parce que je pense que tant de gens, ils restent là. Quand j'arrive à cet endroit, ils attendent un certain espace de perfection avant de réellement faire un changement, alors qu'en fait, vous pouvez commencer à bouger vers les choses maintenant. Et bien que, oui, nous allons continuer à revenir par défaut jusqu'à ce que nous ayons complètement secoué le programme. Nous pouvons quand même commencer à introduire des choses de notre nouvelle vie maintenant. Nous pouvons quand même commencer à entreprendre des actions associées à la nouvelle vie maintenant. Vous n'avez pas à attendre d'avoir la reprogrammation avant de commencer à essayer de faire. Essayez au moins de faire des choix plus sains en termes de relations, de finances personnelles et de santé globale. Vous pouvez commencer à le faire dès maintenant et en introduire de plus en plus, petit à petit. Et cela vous aidera en fait réellement à briser le programme établi. Parce qu'il y a une relation symbiotique entre ce que nous faisons et ce que nous programmons. Parce que tout ce que nous faisons revient et renforce ou perturbe le programme. Donc, quand on reste juste là, résigné ou défait face au programme que nous avons été, quand ça changera, je changerai. En fait, nous ne faisons que le renforcer pour qu'il reste le même. Tandis que quand nous disons, vous savez quoi, je commande quelque chose de différent dans ma vie maintenant. J'insuffle la vie dans ma santé, j'insuffle la vie dans mes finances, j'insuffle la vie dans peu importe quoi. Nous commençons alors réellement à produire. Produire une perturbation qui nous permet de briser ces croyances et ces schémas mentaux en premier lieu. Et créer de l'espace pour que quelque chose de nouveau apparaisse. D'accord. Et je vais vous demander de nous donner quelques astuces pour y parvenir dans un petit moment. Mais d'abord, est-ce que l'énergie de l'argent et du succès diffère de l'énergie de l'amour et du bien-être ou d'autres souhaits, espoirs et rêves? Est-ce que chaque genre, est-ce que l'argent a sa propre énergie? Est-ce que le bonheur a une énergie différente? Parlez-moi des différentes énergies des choses. Ou est-ce que tout est abondance et qu'ensuite il y a des sous-sections sous le grand parapluie de l'abondance? Est-ce que ça a du sens? Ouais, pour moi, l'abondance englobe tout. Et je pense que c'est peut-être là-dessus. Je suis connu pour le côté argent. C'est un peu pour ça qu'on me connaît. Exact. Mais au final, l'argent servait juste à mesurer tout le reste. Comme j'utilisais l'argent comme un moyen de mesurer la capacité d'être vraiment intentionnel dans l'abondance qui se manifestait dans tous les domaines. Parce que on peut le mesurer, on peut suivre ses progrès et sa capacité, mais au final, je pense qu'ils sont tous liés. Je ne crois pas qu'une vie abondante puisse avoir de l'argent sans la santé, sans l'amour, sans la connexion. Tout comme une vie abondante ne peut exister avec juste soi et la connexion, mais sans argent. Ils doivent tous. Tout ça va ensemble. À quoi ça sert d'avoir tout l'amour du monde et pas de ressources pour gérer ses expériences quotidiennes ou pour s'exprimer pleinement dans la vie? Je pense que Wallace D. Wattles, dans son livre « La science de l'enrichissement »,
formule ça le mieux, où il dit « Ouais, on pourrait parler juste d'avoir l'esprit et la beauté de l'esprit, mais à quoi sert la beauté de l'esprit si on n'a pas les moyens de remplir son ventre, n'est-ce pas? » On meurt très vite. C'est ça. Et je ne me souviens plus du livre que j'ai lu où qu'il y a une citation. C'est facile de philosopher le ventre plein quand ces éléments-là sont assurés. On peut commencer à s'occuper de tout le reste. Mais je crois qu'ils sont tous liés maintenant. Cela dit, chacun de nous va avoir une relation différente avec ces différentes pièces. Il y aura des domaines qui présenteront des défis. J'enseigne un principe que j'appelle la théorie BLEED. B-L-E-E-D. La théorie BLEED, qui est en fait ce concept selon lequel tout est interconnecté au final. Et on peut commencer à voir des indices et des schémas sur ce qui se passe dans un domaine en observant comment on se comporte dans un autre. Parce qu'au final, c'est le même cerveau qui projette différentes expériences sur le même schéma de base, même s'il y aura différentes ramifications selon le contexte qu'on a autour de différentes choses, l'environnement, prisme à travers lequel on voit les choses, comme je l'ai dit, l'ascendance, les différences culturelles. Mais au final, c'est le même code central qui génère toutes ces différentes expériences. Et encore une fois, pour que ce nouveau code que nous cherchons à créer soit un code abondant, il inclut tout. Intéressant. J'ai déjà parlé dans cette émission de la façon dont, en tant qu'intuitive médicale et médium psychique, que je peux voir l'énergie de l'argent qui entre dans les maisons des gens et c'est comme une rivière qui coule dans une rue et puis elle entre par la porte d'entrée de chacun. Genre, si c'est une maison, ou je peux même le voir dans les couloirs des immeubles d'appartements ou de condos où il y a ça. Vous parlez du flux d'argent ou du courant d'argent et ensuite, je peux le regarder entrer. Chez les gens, ce que je ne fais pas très souvent. Je le fais pour moi, mais je ne le fais pas parce que je pense que ça ne me regarde absolument pas. Vous savez combien d'argent entre chez quelqu'un. Mais je peux aussi voir le flux d'argent, l'énergie dans ma propre maison d'un point de vue feng shui parce que je peux scanner une pièce et je peux voir genre la ligne financière dont parle le feng shui d'un point de vue énergétique. Et une ligne d'actifs est différente de cela. Donc, je pense vraiment qu'elles ont des vibrations différentes. Je comprends qu'ils sont une fractale de l'abondance, si l'on veut. Ils font tous partie de l'abondance globale, si l'on veut. Et je suis d'accord avec vous sur, on veut avoir quand on est dans la vibration de l'abondance, toutes ces autres énergies différentes sont là et on en bénéficie. Quand je parle à des clients, soit qui appellent mon émission, soit des clients privés, c'est inévitable s'ils ont des problèmes d'argent ou des problèmes relationnels ou des problèmes de santé ou, vous savez, toutes ces autres choses. Et là, l'inverse est vrai aussi. Souvent, vous savez, quand quelqu'un est en bonne santé et heureux et a des relations merveilleuses, l'argent n'est pas un problème. Donc, je suis d'accord. Je pense que tout est entremêlé. Ouais, et je l'ai vu bien trop souvent. Donc, j'avais un programme. On ne le propose plus séparément maintenant. Il fait partie d'Abundance University, qui est notre programme d'adhésion. Mais il s'appelle Micro 2 Millions. Et les gens venaient pour l'argent, mais on a vu des relations familiales se réparer et on a vu des problèmes de santé que les gens avaient depuis genre des décennies. Comme cette femme qui avait genre 20 millions de maladies auto-immunes différentes et retournée chez les médecins. Genre, bon, vous n'avez plus aucune maladie. C'est genre, bon, d'où ça vient ça? Et je crois que c'est parce qu'on a travaillé sur la guérison globale. Je veux dire, les gens. Donnez-leur ce qu'ils veulent pour qu'ils veuillent ce que vous donnez. Un de mes premiers mentors m'a appris ça et j'ai dit, vous savez, les gens venaient, oh, je veux être riche ou libre financièrement ou peu importe. C'est genre, OK, maintenant que vous avez passé la porte, parlons de la maîtrise de votre énergie, parlons de la maîtrise de votre état émotionnel, parlons de la maîtrise du temps que vous passez consciemment dans vos pensées et de la mise en place de votre environnement pour vous soutenir vers la victoire, pour que vous puissiez réellement avoir des habitudes qui mèneront au succès. Et quand ils ont commencé à faire ça, la santé, les relations et tout ça ont commencé à apparaître. Et l'argent aussi. J'ai perdu le compte du nombre de personnes qui m'ont demandé si elles allaient gagner au loto dans le futur. Est-ce que je vais gagner au loto? Combien je vais gagner? Je réponds, oh, je peux vous dire ce que je capte aujourd'hui. Mais le futur est fluide et 1 milliard de variables affectent un résultat. Donc, je peux dire ce qu'il en est aujourd'hui, mais payez votre prêt immobilier en attendant. Daniel, de quelle manière votre jeunesse vous a-t-elle préparé pour ce parcours professionnel? Y a-t-il eu un élément marquant
dans votre famille ou votre enfance qui vous a orienté sur cette voie précise? Je sais qu'il y en a une. Je veux savoir laquelle. Savez-vous ce qui est drôle, Julie? C'est que je n'ai pas vraiment choisi ça. En fait, j'ai fui ce travail. J'ai vécu une situation très à la Jonas et la baleine avec ce travail que je fais maintenant. Genre vraiment Jonas et la baleine, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Jonas a été envoyé quelque part, il s'est enfui ailleurs et Dieu a envoyé une baleine pour l'avaler et le ramener là où il devait être. Mais c'est une autre histoire. Mais ouais, j'ai toujours su que j'allais être riche. Ça, je le savais. Je savais que j'allais réussir dans un domaine ou une entreprise quelconque. J'ai gagné mon premier million à 19 ans. Je l'ai sûrement perdu car que fait un jeune de 19 ans avec tant d'argent, sans expérience, et ainsi de suite. Mais je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir directement su que je me préparais pour ce travail de vie que je fais maintenant. Mais avec le recul, je peux voir comment toutes les expériences que j'ai vécues m'ont en fait permis d'être meilleur dans la position où je suis maintenant. Certainement, beaucoup des expériences d'humilité ont été très utiles. Je n'ai pas été diagnostiqué sur le spectre autistique avant l'âge de 27 ans. C'était quelque chose de très difficile. Mais en fait, la résilience que j'ai dû développer pour fonctionner dans un monde ordinaire en tant que personne neurodiverse m'a vraiment préparé à nouveau pour pouvoir gérer différentes circonstances maintenant, plus tard dans la vie. Donc, je dirais, beaucoup de choses m'ont préparé pour ce que je fais maintenant. Je ne suis pas venu faire ce que je fais maintenant parce qu'il manquait quelque chose. Ma vie fonctionnait enfin admirablement bien. Au moment exact de cet appel, c'était un peu « tout fonctionne si bien maintenant ». Je ne veux vraiment rien gâcher. Genre, OK, j'aime ma vie. Je vais la garder en sécurité. L'univers a décidé, genre, non, on a autre chose à te faire faire. Non, je veux garder ça. Je veux rester dans cette boîte, très sûr. Et j'ai fini par être entraîné et c'était vraiment drôle. J'ai eu une expérience de méditation vraiment profonde où j'ai reçu presque comme une vision. Vision semble tellement dévaloriser l'expérience. C'est presque comme une expérience tridimensionnelle, totalement immersive, de réalité virtuelle, 3D, de ce que la vie allait être. Si je répondais à l'appel, j'étais là, « Oh, c'est de ça que vous parliez. » OK, j'embarque. Et c'était le 13 février 2018. Et je n'ai pas regardé en arrière depuis. J'ai eu quelque chose de similaire. Mon guide spirituel principal s'est manifesté quand j'étais en train de recevoir une guérison énergétique par mon mentor, et c'est ce pape décédé nommé Clément VI, et il est apparu dans tout son attirail de pape, vous savez, le chapeau et les vêtements liturgiques et tout le tralala. Et il a dit, tu es censé enseigner au monde ce qui se passe quand quelqu'un meurt. Et j'ai dit, je ne fais pas ça. Je suis une femme d'affaires, moi. Je suis inventeur. J'ai des choses à faire. Je ne fais pas ça. Il fait, ouais, juste, tu sais, mets-toi, il me traite comme si j'étais une pub Nike. Et donc, me voilà 10 ans plus tard, vous savez, à faire toutes ces autres choses. Et comme vous, et je pense, comme la plupart d'entre nous, on a notre chemin de vie. On le découvre au fur et à mesure, il se manifeste d'une manière inimaginable, mais on sait que c'est juste. Ça résonne en nous. Et plus on lutte contre ça, ou plus on dit, eh bien, je ne fais pas ça. Ouais, eh bien, vous savez, bonne chance avec ça, parce que c'est comme ça que la vie se déroule. On est d'accord, pour la plupart. Et je ne fais pas ça. Peut-être explorer le manque, peut-être la pauvreté, peut-être le manque d'amour, de santé, de n'importe quoi. Mais c'est, vous savez, c'est là où on est guidé. Et c'est plus facile quand on l'accepte et qu'on s'y abandonne ou qu'on fait un pas dans cette direction. Et alors, toutes les personnes dont on a besoin apparaissent juste quand on en a besoin et toutes les circonstances apparaissent et tout ça. Seriez-vous d'accord? Ouais, je pense qu'une grande partie de la souffrance que nous éprouvons vient de la résistance. Et quand on abandonne cette résistance et qu'on laisse le flux se produire, je veux dire, avec qui j'avais cette conversation? J'avais cette conversation l'autre jour, c'est genre. Et je veux que l'auditeur, même s'il met en pause, aille sur Google et cherche le spectre de la lumière. Cherche une image, regarde l'image, et ça vous montrera quelle part du spectre complet de la lumière est réellement la visible. C'est genre 2% du spectre de la lumière et la longueur d'onde visible. Ça veut dire que de toute la réalité qui existe réellement et que nous pouvons mesurer, sans même parler de ce qu'on ne peut pas mesurer. Ce qu'on mesure, 98% et plus est complètement hors de notre conscience.
nous n'avons pas les moyens de l'interpréter avec nos 5 sens naturels. Donc, si c'est le cas, alors comment puis-je commencer à calculer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, si c'est le bon chemin ou le mauvais chemin? Et on part de cette perspective limitée et on commence à dicter si quelque chose va bien et on commence à « je vais m'accrocher à ça, je vais m'y tenir très fort ». Et la vie nous emmène dans une autre direction. Oh non, j'ai besoin de m'accrocher à ce truc sans même le comprendre. Il se passe tellement de choses hors de notre conscience qui pourraient nous emmener quelque part dont on ignore tout. Maintenant, est-ce que la rivière pourrait nous mener à un désastre? Oui, bien sûr qu'elle pourrait, mais on s'accroche avec cette certitude que la chose à laquelle on se tient est en fait la partie gagnante. Alors qu'on n'a aucune idée si c'est le cas, parce qu'on ne voit pas toutes les pièces mobiles, et la souffrance qui vient du fait de s'accrocher à ça et de résister à ça pourrait être complètement allégée en s'ouvrant à cette curiosité ludique sur ce qui pourrait être là, et peut-être corriger le tir à mesure qu'on a plus de données, suivre le flux de ce qui est, plutôt que de combattre ce qui est, et de se demander pourquoi on est épuisé tout le temps. Eh bien, et c'est là que les heureuses coïncidences se produisent, où les personnes dont on a besoin sont là, et les circonstances sont là, et tout ça. Et des miracles peuvent arriver, on se demande juste comment. J'ai une petite histoire. Quand j'avais, je crois, 29 ans, j'ai poursuivi une entreprise de 30 milliards de dollars pour rupture de contrat. Et je vivais à Los Angeles alors, et mon avocat a dit, bon, il va nous falloir un économiste. Et j'utilise un professeur de l'Université de Californie du Sud avec qui je travaille. Et il m'a dit son nom. Et j'ai dit, wow, j'étais au lycée avec un gars qui portait ce nom. C'était un nom plutôt rare. Et à l'époque, on n'avait pas encore de téléphone portable. J'avais un téléphone mobile, mais il était câblé dans ma voiture. C'était à la fin des années 80, tu sais. Mon père en avait un dans sa voiture aussi. Ouais, c'était génial. Et donc, surtout là, avec la circulation. C'est fou, je suis en retard, coincé sur peu importe l'autoroute. Donc, j'ai appelé ce professeur et j'ai dit, êtes-vous le Mark Zupan qui est diplômé de Bishop Watterson High School à Columbus, Ohio? Et il me rappelle, il dit, êtes-vous la Julie Ryan qui était dans ma classe? Et j'ai dit, ouais, eh bien, ce gars. Mon procès avait lieu à Boston. Ce gars avait eu sa licence et sa maîtrise à Harvard et ensuite son doctorat au MIT. Le gars en or massif, vous voyez? Exact, avec toutes ses écoles. Étant juste là à Boston. Et on a gagné le procès et il a aidé et tout ça. Comment ça arrive? Je n'avais pas pensé à lui, encore moins lui parler, depuis plus de 10 ans. Je n'avais aucune idée où il était allé ou ce qu'il faisait. C'est un exemple d'orchestration. Quand j'étais dans le flux et que je suivais ce que j'étais censé faire, voilà que quelqu'un arrive. Et c'était tellement amusant d'élaborer des stratégies avec lui parce que j'avais déjà un cadre de référence car j'étais allé au lycée avec lui. L'énergie était là. Non, ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Et je pense que si quelqu'un veut douter du flux des synchronicités et de la façon dont ça peut arriver, regardez quand tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Parce que c'est le même flux de potentiel, mais il a juste été canalisé vers un cours d'événement affaiblissant au lieu d'un cours d'événement renforçant. Et si on prend simplement le fait que ce cours d'événement s'est épuisé, on peut alors extrapoler. Eh bien, si ça peut aller dans ce sens-là, ça doit pouvoir aller dans l'autre sens. Et donc, on peut commencer à s'ouvrir à la possibilité que peut-être les choses peuvent commencer à conspirer en notre faveur et évoluer dans cet effet boule de neige, successif en notre faveur à la place. Eh bien, et aussi, les choses qui semblent négatives nous profitent d'une certaine manière, même si on ne le voit pas sur le moment. Pour en revenir à cette histoire, rupture de contrat. Qu'est-ce que ça m'a amené à faire? Ça m'a amené à créer une entreprise pour concurrencer le produit qui était en question. J'ai contourné leurs brevets, signé avec l'entreprise numéro 1 mondiale. Je les ai battus à leur propre jeu avant même d'avoir 30 ans. Donc, c'était une situation où, est-ce que c'était amusant de faire un procès? J'ai trouvé ça amusant parce que c'était intéressant d'un point de vue stratégique. Je pense que quelqu'un aime le sang. Quelqu'un aime le sang. Quelqu'un aime le sang, au moins. Eh bien, mais je pense que l'entreprise était juste stupéfaite que j'ai eu l'audace. Vous savez, j'étais jeune, j'étais une femme et j'ai même les cheveux blonds. Mais je me suis dit, les gars, vous vous attaquez la mauvaise personne ici. Et donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a permis de voir les choses différemment, de créer quelque chose à partir de cette situation. Et puis ça,
j'ai eu des revenus de royalty pendant 20 ans grâce à ça. Donc, c'était quelque chose de négatif à partir duquel on peut créer. Je dis toujours, il faut savoir ce qu'on ne veut pas pour pouvoir créer ce qu'on veut. Et je pense que c'est valable pour tout. Si nous n'avions pas ce contraste, nous ne saurions pas ce que nous voudrions créer. N'est-ce pas? Ouais, à 100%. Et je pense que quand on commence à regarder les événements de notre vie avec plus de détachement, l'histoire vient de Une Nouvelle Terre. Je crois que c'est le livre d'Eckhart Tolle, Une Nouvelle Terre, où il raconte l'histoire de ce moine. Donc, le moine vit dans ce village et tout le monde vénère ce moine. Oh, vous, monsieur le moine, nous vous vénérons. Et puis, un jour, une fille se retrouve enceinte dans le village. Ses parents viennent à sa porte. Toc, toc, toc. Notre fille a dit que vous l'aviez mise enceinte. Il a dit, ah oui? Ouais. Et c'était genre, oh, vous avez mis la fille enceinte. Le calomniant. Oh, monsieur le moine, espèce de salvaurien. Puis le bébé naît. Ils disent, eh bien, vous allez vous occuper de ce bébé parce qu'au final, c'est vous qui l'avez mise enceinte. Donc, il est votre responsabilité maintenant. Ah oui? Il prend le bébé. Oh, regardez-le. Vous savez, et quelques temps plus tard, il s'avère que c'était genre le fils du boucher ou quelqu'un comme ça qui avait vraiment mis la jeune femme enceinte. Pas monsieur le moine? Tout le monde vient? Oh, monsieur. Le moine, désolé, la vérité a éclaté. Ce n'était pas vous. Je vous ai cru tout le temps, monsieur le moine. Bien sûr que non. Mais il dit juste, ah oui? Ils ont dit, eh bien, vous savez, ce n'est pas votre bébé. Alors, on va reprendre le bébé maintenant parce que les parents veulent vraiment le bébé. Alors, il dit, ah oui. Bref, à chacun de ces moments, il n'a pas laissé son état émotionnel être influencé par ce qui se présentait. Il a juste dit, ah oui, maintenant, je n'invite pas, je n'exige pas. Devrais-je dire que nous devrions tous avoir cette approche de moine pour tout ce qui arrive dans notre vie? Mais il y a une leçon qu'on peut en tirer parce que cette histoire a pris des tournures inattendues, n'est-ce pas? Elle a pris 1 million de tournures. Et nous encore, pour en revenir à ce point dont nous discutions avant, sur, vous savez, s'abandonner versus s'accrocher, résister. Quand on suit le courant, on peut en fait rassembler assez de données pour prendre des décisions plus éclairées. Je ne dis pas qu'on doit juste se laisser flotter sans rien faire. Mais si on arrête de s'accrocher et qu'on commence à avancer et à se dire, OK, quelles sont les nouvelles données maintenant? Oh, voici les nouvelles données maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, je peux prendre cette décision. Oh, je connais cette personne de l'école. OK. On peut parler et discuter. Peut-être que c'est un signe que c'est la bonne personne pour moi. OK, on avance. Mais quand on commence à faire ça, on peut juste être tellement plus intentionnel, tellement plus directif et tellement plus présent à nos expériences, plutôt que d'être ce flipper ballotté par la vie, ce que tant de gens font. C'est une façon de vivre affaiblissante et ce n'est pas du tout comme ça que vous devez vivre. D'accord. Qu'est-ce qui, dans le blocage énergétique ou bien l'état d'esprit négatif, argent, amour, bonheur, peu importe le sujet, les freine concrètement? Et nous en avons tous, inévitablement. Qu'est-ce que c'est? Je veux dire, pour en revenir au flux dont j'ai parlé avant, notre réalité découle de nos habitudes, actions et comportements. Les habitudes, actions, comportements viennent de notre esprit. Notre esprit vient de notre état émotionnel. C'est ça. Et donc, on pourrait extrapoler à partir de ça. Qu'on peut. On est limité dans ce qu'on va expérimenter par ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est ça. Et donc, si on est piégé dans un schéma de pensée particulier, un schéma d'état émotionnel, un schéma d'environnement qui soutient ses pensées et cet état émotionnel, alors on ne va pas pouvoir avancer vers autre chose. On va seulement rester coincé à expérimenter des choses qui correspondent à ça. Et donc, quand quelqu'un, encore une fois, n'est pas intentionnel, il se laisse juste flotter, peut-être qu'il y a du blâme en jeu, une petite histoire de victime et tout ça. Alors, il n'entre pas vraiment dans un espace où il peut faire quelque chose de différent. Donc, le même schéma d'environnement va être expérimenté, soutenant les mêmes émotions, les mêmes pensées, les mêmes habitudes, les mêmes comportements, la même expérience. Quiconque veut accéder à une nouvelle expérience va devoir commencer à regarder ces éléments. Et on n'a même pas besoin de les améliorer tous en même temps. Et c'est, vous savez, une des choses que j'ai découvertes dans le travail que j'ai fait ces dernières années, c'est que si on se concentre juste au sommet, OK, regardons l'environnement. Regardons les émotions que l'environnement déclenche. Et demandez-vous, est-ce que vous connecteriez cognitivement les émotions déclenchées en vous dans votre environnement avec le résultat que vous voulez? Et sinon, quels changements pouvez-vous faire? Quelles améliorations pouvez-vous apporter? Quels ajustements faire? Quelle guérison? Quelle croissance? Quel apprentissage entreprendre? Quelles nouvelles pensées pouvez-vous commencer à introduire? Quelles nouvelles conversations pouvez-vous avoir? Et concernant la pensée, c'est même le dialogue que vous avez avec vous-même. Je connais des gens qui n'ont personne autour d'eux. Et vos conversations internes? Vous êtes là la plupart du temps. Posez-vous des questions expansives, responsabilisantes, qui font avancer. Vous demandez-vous, pourquoi suis-je si stupide?
oh, comment ai-je pu refaire ça? Au lieu de, wow, que faire aujourd'hui pour élargir mon esprit et ce que je ressens pour moi? Et quelles sont les façons que je peux trouver pour faire ça différemment? Ou je suis curieux de voir de quelle manière je peux peut-être commencer à sortir de cette habitude de comportement. Juste ces conversations curieuses, ouvertes, tournées vers l'avenir que nous avons avec nous-mêmes et les autres, vont changer ça, changer l'environnement. Parce que nous sommes tellement, quiconque n'y croit pas, choisissez votre humoriste préféré et lancez un de ses spectacles. Et voyez si vous pouvez vous empêcher de rire. Vous ne pouvez pas parce que l'environnement déclenche ça en vous. Vous mettez le film le plus triste auquel vous pouvez penser et vous ne pourrez pas retenir vos larmes parce que l'environnement va déclencher cette émotion qui va vous amener à la pensée, vous amener à l'action. Donc, commencez à être intentionnel concernant cet environnement. Commencez à être intentionnel concernant les émotions que vous voulez ressentir dans votre résultat final. Et commencez à cultiver un environnement qui soutient cela. Ayez des conversations intérieures différentes, puis suivez ces habitudes et vous verrez une nouvelle vie apparaître. Eh bien, pour en revenir à ce que tu disais. D'un point de vue énergétique, tout ce qui semble mauvais est basé sur la peur 100% du temps. La colère, la jalousie, l'ennui, le chagrin, peu importe. C'est toujours basé sur la peur. Et je trouve que quand on a peur, on est en mode combat ou fuite. Le corps ne fait pas la différence entre une vraie peur et une fausse peur. Bien sûr, on ne peut pas recevoir de guidance énergétique quand on a peur, parce que l'esprit ne communique pas sur les canaux « je me sens mal », les vibrations sont trop basses. Changez de chaîne, les amis. Changez de chaîne. Changer de chaîne, comme tu disais. Et donc, ce que j'enseigne, c'est aller à l'épicerie, parcourir les rayons et souriez à quelqu'un. Souriez à tous ceux que vous voyez, même si c'est forcé. Votre cerveau va suivre. Vous aurez changé de chaîne. Posez la question « que devons-nous faire pour blabla ?» XYZ. Vous savez, comment puis-je en apprendre plus sur ABC? Et l'information va pouvoir circuler. Mais quand on est en mode combat ou fuite, quand on a peur, on perd la perspective, on perd la clarté et on est déconnecté. Et tout ce à quoi on peut penser, notre corps. Tout ce à quoi notre corps peut penser, c'est comment fuir cette peur? Bon, la peur, c'est « je ne vais pas pouvoir payer le loyer ». Eh bien, je ne sais pas si on peut fuir ça, mais je pense qu'on ne trouvera pas de solution tant qu'on est coincé dans cette peur. Changer de chaîne. Y a-t-il un moyen simple que tu peux partager avec nous, Daniel, pour briser ce cycle que tout le monde peut utiliser dès maintenant? Ouais. Je veux dire, la chose la plus simple que je dis toujours aux gens, c'est qu'il faut se rappeler que l'environnement va déclencher les émotions, qu'on en soit conscient ou non. Peu importe ce que vous pensez essayer de faire, ce que vous vous dites viser, l'environnement dans lequel vous êtes va déclencher cet effet boule de neige vers le but final. Et donc, on doit commencer vraiment à se poser avec notre environnement. Passez simplement en revue les personnes avec qui vous passez le plus de temps, les endroits où vous passez le plus de temps, les choses que vous faites le plus souvent, le plus souvent, demandez-vous comment je me sens quand je fais ces choses, comment je me sens. Parce que ce que ça fait, c'est que ça vous donne une indication de ce qui se passe au niveau énergétique. Parce que le niveau énergétique, les amis, on l'expérimente. D'abord parce qu'on ressent. Donc, quand vous commencez à lier consciemment comment je me sens avec ce que je veux comme résultat, vous allez commencer à avoir une idée de ce qui se passe avec ces énergies et vous allez commencer à laisser passer plus de cette énergie positive qui va vous aider à changer votre pensée, vous aider à changer vos habitudes. Et vous n'avez pas à tout changer d'un coup. Ça pourrait juste être ce jour-là. C'est juste prendre conscience. Oh, wow, je me sens vraiment mal quand je parle avec cette personne. Mais on est meilleurs amis depuis 25 ans. Je ne vous dis pas de mettre fin à ça, à cette amitié maintenant, mais au moins, soyez-en conscients. Peut-être que vous allez commencer par juste peut-être vous préparer ou changer la dynamique. Je parlais à quelqu'un de ça l'autre jour. Je lui ai dit, eh bien, c'est un de tes plus vieux amis. Il dit, ouais, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, eh bien, pourquoi ne pas trouver quelque chose de positif et de responsabilisant que vous avez en commun pour que le temps que vous passez ensemble, vous puissiez réellement le passer à vous concentrer là-dessus plutôt que de laisser les conversations et le temps passé vous entraîner sans réfléchir quelque part qui va vous faire descendre dans votre spirale et vous déséquilibrer énergétiquement. Trouvez quelque chose de positif. Et maintenant, même ces relations difficiles, vous pouvez commencer à changer l'énergie autour et commencer à créer de l'espace pour quelque chose de nouveau, pendant que vous travaillez peut-être à guérir vos, vous savez, liens traumatiques ou quoi que ce soit qui vous lie à ces relations qui vous tirent vers le bas. Mais certainement prendre conscience de comment je me sens dans différents environnements et commencer à créer
une connexion cognitive entre ces sentiments et comprendre que ces sentiments sont une indication de ce qui se passe au niveau énergétique. Et c'est ce qui va mener à ce que nous allons expérimenter dans le domaine physique, parce que le domaine physique est la manifestation du plan qui se déroule au niveau énergétique. Mais nous construisons ce plan à travers nos sentiments, nos pensées et nos actions. Un peu comme un plan ne se transforme pas d'une feuille de papier magiquement en maison. Il faut creuser les fondations. Il faut aller chercher les briques, vous savez, faire la peinture et poser le carrelage et toutes ces choses. Mais ce processus ne fait que réaliser ce qui a commencé comme un plan. Sans plan, on ne peut pas construire. Et quand on comprend qu'en fin de compte, on a affaire à l'intelligence divine et le plus parfait entrepreneur, vous ne les verrez jamais abandonner le chantier. Ils vont vous donner une construction exacte de ce qui se trouve dans ce plan. Mais nous devons comprendre que nous soutenons cela avec ce que nous pensons, ce que nous ressentons et ce que nous faisons. Mais à moins de savoir ce qu'il y a dans ce plan, ce qui, encore une fois, commence juste par la conscience d'où nous en sommes régulièrement, alors nous n'irons nulle part. C'est brillant. C'est brillant et tellement succinct, concis et concret. J'adore. Bon, et on entre dans le 4e trimestre de l'année, on approche des fêtes. Et pour développer ce dont tu viens de parler avec un ami, beaucoup de gens passent les fêtes soit malheureux parce qu'ils sont avec de la famille, avec qui ils n'ont pas forcément envie d'être, et quelqu'un a, vous savez, un oncle un peu fou qui sera là et qui met tout le monde mal à l'aise, et ou alors ils sont seuls. Et ils. C'est vraiment une période difficile pour eux, où il se peut qu'ils aient eu de mauvais souvenirs pendant les fêtes et qu'ils refassent surface. Peux-tu développer ça un peu plus et nous donner quelques idées pour les gens qui sont confrontés à ça et ils se disent, OK, j'ai 3 mois pour me préparer pour les fêtes. Comment vais-je faire? Écoutez, voilà le problème. Et les gens ne vont pas forcément aimer ce que j'ai à dire. Au final, vous devez décider ce que vous voulez le plus. Voulez-vous vraiment être en paix et dans un état énergétique qui vous permet de créer une vie plus abondante, joyeuse, pleine de sens? Ou êtes-vous en fait accro au récit qui se joue dans ce que vous vivez? Et je pense que si beaucoup de gens se regardaient vraiment honnêtement, et je me suis surpris à le faire de très, très nombreuses fois, en fait, vous êtes accro à l'histoire. Encore une fois, je suis très partisan de ce que j'appelle le micro-changement. Ne pas essayer de tout faire d'un coup, mais simplement se demander qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui sans résistance. Il se peut qu'aujourd'hui, tout ce que vous puissiez faire soit d'accepter que, oh wow, oui, j'ai un peu une histoire de victime et je n'ai pas forcément besoin d'avoir ces conversations. Je peux avoir une conversation ferme avec leur oncle et dire, hey, tu sais, ça ne m'intéresse pas vraiment d'avoir ces conversations avec toi, je t'aime, mais tu sais, ça ne peut pas continuer. On ne veut pas faire ça parce que notre identité est liée à l'histoire de victime que nous rejouons à travers ces récits. Et donc, je dirais, vous savez, si vous voulez quelque chose d'un peu différent, demandez-vous simplement, suis-je prêt à abandonner l'identité qui est liée à certaines de ces expériences? Oh, vous savez, retourner au travail en janvier. Oh, j'ai dû supporter ma marâtre ou ma belle-mère ou blablabla, ou peu importe le truc, et ou quelle que soit l'histoire que quelqu'un raconte. Ou allez-vous vous dire, vous savez, ça, peut-être que ce sera l'année où je vais réellement avoir des conversations difficiles. Je vais me faire passer en premier. Je vais m'aimer assez pour me libérer de ces habitudes et de ces récits axés sur l'identité et faire quelque chose de différent. Même si ça signifie que cette année, je serai seul, mais je serai moi-même dans un champ d'énergie sain, faisant quelque chose d'agréable, plutôt que de me jeter dans la toxicité et ensuite m'en plaindre. Ça comme. Bon, et nous et nos pensées créent notre réalité et nous sommes les seuls à contrôler nos pensées. Donc, quelqu'un peut agir comme un pitre et nous taper sur les nerfs. Et on peut les regarder comme s'ils étaient un clown de cirque avec des cheveux violets. Et c'est un rôle qu'ils jouent. Donc, je pense qu'on peut faire ça aussi dans cette situation. Mais j'entends ça souvent pendant les fêtes. Oh mon Dieu, je dois aller voir un tel ou un tel. Et encore une fois, je ne dis pas du tout que c'est facile. Non, je ne dis pas que c'est facile. Mais rien de valeur n'a jamais été obtenu facilement. Right? J'ai entendu quelqu'un une fois, et je pense que ça s'applique à Daniel. J'ai entendu quelqu'un dire, eh bien, tu sais, quand tu es assis dans le caca, tu sais comment ça sent. Tu sais ce que ça fait. C'est le tien. Tu le connais bien. C'est ça. Tu sais, et c'est plus effrayant de passer à
une situation différente que quelque chose qui est déjà familier, tu sais. Et tu sais le truc, Julie. Mon point de vue, c'est ça. Si vous êtes heureux dans le caca, reconnaissez-le. Prenez conscience que vous êtes heureux dans le caca et alors, arrêtez de vous en plaindre. Restez juste dans le caca. Mais peut-être ne réalisiez-vous pas être inconsciemment heureux dans le caca et être prêt pour quelque chose. Quelque chose de nouveau, et alors le jeu commence. Mais tant que vous ne reconnaissez pas être dans le caca, que personne ne vous y force, que c'est juste vous et le caca, et que vous pourriez en sortir, alors vous y resterez toujours. Exact. Bon, ne serais-tu pas d'accord que la plupart des gens n'ont pas conscience de tout ça, c'est juste une habitude? Oui. Encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait plus tôt, 70% de nos programmes inconscients se mettent en place entre 0 et 7 ans. Et ces mêmes programmes se jouent 90% du temps au niveau inconscient. C'est exactement ça. Donc, on ne cesse de rejouer ces mêmes récits. On rejoue sans arrêt ces blessures fondamentales, reproduisant des gestes appris vers 10 mois, sans aucune idée de leur origine, ni même conscience de le faire. Et ensuite, on se pose en victime sur la réaction des gens. Exact. Ou on crée des histoires de victimes pour les autres en les pressant dans leur situation. Mais si on commence à entrer dans cette relation consciente, on peut commencer à l'explorer et jouer au jeu de la chasse au trésor, en quelque sorte. Oh, wow! Comme c'est intéressant. OK, est-ce que je veux garder ce truc? Je ne suis pas vraiment prêt à affronter ce truc maintenant. OK, eh bien, je vais mettre ça de côté et j'y reviendrai plus tard pendant que je m'occupe de celui-ci ici. OK, je suis prêt à m'en occuper maintenant. Prêt à faire un travail de guérison avec ça. Prêt à avoir cette conversation. Mais il y a un élan vers l'avant, un mouvement vers l'avant qui se produit, qui nous soutient dans notre voyage vers l'avant. Parle-nous de ça. Parce que je pense que la plupart d'entre nous croient qu'on doit avoir une feuille de route où tout est défini. OK, tu vas faire ça, et puis ça va mener à ça, et ça va mener à ça, ça va mener à ça. Alors que ce que je suggère toujours, c'est de faire un pas. Tu seras guidé vers le pas suivant. C'est comme la route de briques jaunes du magicien d'Oz. Tu marches sur une brique, tu peux pencher, atterrir dans un champ de chiots et faire une sieste, c'est merveilleux. Tu peux atterrir, une brique peut te mener dans un château hanté, poursuivi par des singes volants. Et c'est vraiment effrayant. Les deux te sont bénéfiques parce que même celui dans le château, non, tu es amené à regarder à droite et oh, il y a un seau d'eau là. Et tu es amené à jeter le seau d'eau, tu sais, sur la méchante sorcière et la méchante sorcière fond et puis tu es de retour sur la route de briques jaunes. Donc, tout nous est bénéfique. Mais comment coaches-tu les gens sur le fait qu'ils n'ont pas besoin d'avoir toute la feuille de route établie? Je veux dire, tu sais aussi bien que moi, aucune entreprise. Depuis la nuit des temps, n'a jamais suivi un business plan parce que la vie arrive. Les business plans, c'est pour les banquiers. Ce ne sont pas vraiment des plans d'affaires. Exactement. C'est pour les banquiers et les investisseurs. C'est ça. Et personne n'en suit jamais un. Je veux dire, on a une idée, mais on ne la suit pas parce que la vie arrive. Alors, comment coaches-tu les gens pour faire des pas individuels? Je sais que tu parles des 5 parts de la pizza. Parle-nous de ça. Et comment, tu sais, comment les gens peuvent faire ça et se débarrasser de « Oh mon Dieu, il faudrait que je connaisse tout le plan », ce qui leur donne un faux sentiment de sécurité. Et c'est là où je voulais en venir. Je pense que ce que les gens essayent de faire, c'est d'essayer de créer de la sécurité. Et le triste fait est que les gens ne réalisent pas que dans la nature, la sécurité n'existe pas. La sûreté n'existe pas dans la nature. Mais nous avons créé cette construction où nous croyons que nous avons la sûreté et la sécurité alors que ce n'est pas le cas. Et donc, on se bat pour cette chose qu'on n'aura jamais s'enfermant dans ses boîtes, s'engageant dans des voyages qu'on ne fera jamais réellement. Comme tu l'as dit, le business plan de la vie qu'on pense suivre étape par étape et puis entrer dans ces états émotionnels et schémas de pensée déresponsabilisants. Oh, je n'ai pas suivi toutes les étapes de mon business plan de vie. Vous n'alliez jamais suivre les étapes parce que ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Donc, ce que j'ai tendance à faire, c'est essentiellement de perturber le récit sous-jacent, erroné, selon lequel ce sera un jour sûr ou ce sera un jour certain ou ça se passera un jour comme prévu. Donc, si c'est le cas, pourquoi allez-vous gaspiller toute cette énergie à essayer de forcer quelque chose à arriver, alors que vous pourriez être tellement plus joyeux, curieux et joueur, en suivant les étapes de ce qui se passe et en faisant le pas suivant, et puis en le faisant et en vous préparant, quelles leçons puis-je tirer de celui-ci? Comment puis-je grandir? Qu'y a-t-il de plus pour moi? OK, comment puis-je? Peut-être que je verrai quelques possibilités devant moi. Oh, OK, il y a quelques possibilités qui se présentent là. Puis-je trouver les ressources en moi pour y faire face? OK, je peux. Oh, je ne peux pas me préparer pour celle-là. OK, eh bien, puis-je obtenir du soutien? Je ne peux pas obtenir de soutien. OK, on va voir ce qui se passe et voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et c'est là que la vie devient plus un jeu amusant.
plutôt que cette expérience tortueuse d'essayer de forcer les choses pour vous donner une sécurité qui n'arrivera en fait jamais plus. Oh, je suis d'accord à 100%. Pense comme la vie serait ennuyeuse si on savait toujours quel serait le résultat et comment on allait y arriver. J'ai vu une analogie avec un film, du genre, iriez-vous voir un film si vous saviez exactement comment il va finir à chaque fois et exactement ce que tout le monde va dire? On y va pour être diverti en voyant le voyage, comment ça se termine et comment ça se déroule. Pas, oh, c'est exactement ce qui va se passer et voici toutes les répliques ou autre chose. Bon, ou même si tu sais ce qui va se passer, si tu te concentres sur le résultat final, personne ne monterait jamais sur des montagnes russes. Jamais parce que tu sais que tu vas finir à un certain endroit et descendre du manège. Mais tu ne sais pas ce que tu vas ressentir pendant les, virages et loopings et ce genre de choses. Tout ça, oui. Parle-nous de tes différents. Tu as plein de programmes qui ont l'air incroyables pour aider les gens à suivre leurs rêves. Décris-nous certains de tes programmes les plus populaires et ce que les gens peuvent attendre s'ils décident, moi, de s'inscrire à tes programmes. Eh bien, merci. Eh bien, presque tout maintenant est dans Abundance University. Donc, il y a quelque temps, j'ai décidé que je voulais vraiment me concentrer sur l'aspect service des choses. J'ai beaucoup de chance en ce sens que j'ai des intérêts entrepreneuriaux en dehors de ce travail. Vous savez, je ne dépends pas de la vente d'un cours pour, vous savez, payer les factures ou quelque chose comme ça. Et donc, je voulais vraiment juste trouver un espace où il y a un échange d'énergie qui soit raisonnable et qui honore aussi l'énergie que j'ai investie dans la création de ces choses sans que j'ai besoin d'être nécessairement impliqué directement. Et donc, à l'exception, nous avons une offre qui ne fait pas vraiment partie de cet écosystème, mais presque tout y est. Mon programme Micro to Millions, qui est un plan directeur de 0 à 1,6 million et au-delà, et vous pouvez le faire en 12 mois. C'est un jeu amusant sur ces principes abordés aujourd'hui: intentionnalité de groupe, concentration, alignement énergétique, résilience émotionnelle, l'état d'esprit, les raccourcis et aussi ce que j'appelle l'ADN de l'argent pour trouver votre flux naturel avec l'argent. C'est donc un programme vraiment cool. Mon écosystème Beyond Intention, le premier cadre que j'ai construit et sujet de mon livre Stepping Beyond Intention, est un modèle en 4 étapes pour briser les blocages, perturber les schémas déresponsabilisants et créer intentionnellement plus de mouvements autonomes vers l'avant. Donc, il y a quelques programmes autour de ça, des choses sur l'ADN de l'argent y sont. Mais oui, de manière générale, c'est l'intentionnalité dirigée vers ce que nous choisissons, ce que nous ressentons, comment nous nous comportons, afin que nous puissions vraiment commencer à créer et organiser consciemment une vie que nous voulons vraiment vivre. Et la plupart de mon travail va consister à soutenir les gens à faire. Question dans ce sens. Est-ce que ces compétences que quelqu'un qui s'inscrit à tes cours sont-elles transférables aux enfants pour aider les enfants à traverser quelque chose peut-être avec eux en même temps, mais tu sais, le rendre compréhensible pour un petit enfant? J'aime tout étape par étape et j'aime que tout soit vraiment digeste. Je ne crois pas que le superflu soit nécessaire. Le superflu est super pour le matériel marketing, mais en termes de transformation, ce n'est pas requis. Et donc, tout est vraiment conçu pour que vraiment n'importe qui puisse le comprendre, l'exécuter en très, très peu de temps. Et c'est quelque chose qui peut être reproduit sans tant que ça. Pas besoin d'un doctorat pour comprendre ça. Laissez-moi dire. C'est simple parce que le simple fonctionne. Et encore une fois, je ne suis pas venu faire ce travail parce que j'étais en entreprise et je me sentais vide et mon âme m'appelait. Je vivais en fait, vous savez, une vie très heureuse et j'ai été attiré vers ça. Et ce sont des expériences de vie réelles qui ont été traduites dans ces programmes et offres. Pas seulement les miennes maintenant, mais vous savez, au cours des 6 dernières années maintenant, l'expérience de vie d'autres personnes a également été intégrée à ceci. Et maintenant, nous avons d'innombrables personnes dans le monde qui vivent ces choses et montrent que ces choses fonctionnent réellement pour pouvoir réellement exécuter et créer une vie que vous. Eh bien, et ce que j'ai mentionné au début, quand on a commencé à discuter, c'était les mentalités générationnelles qui existent. Est-ce que vous trouvez que quand les gens arrivent à dépasser certains de ces blocages, j'utilise ce terme, vous savez, entre guillemets, certains de ces blocages, que ça aide vraiment à arrêter la mentalité générationnelle, qui est une sorte de programme qui tourne en arrière-plan, dont ils n'ont même pas conscience. Et est-ce que vous trouvez que c'est multigénérationnel le plus souvent? Tellement de schémas en jeu.
Et encore une fois, vous savez, c'est tellement génial de pouvoir avoir une conversation avec quelqu'un qui comprend et qui est ouvert à parler du côté énergétique des choses. Parce que tout ce qui est physique a une contrepartie métaphysique, n'est-ce pas? Et donc l'ADN a un ADN spirituel qui l'accompagne parce que l'un ne peut exister sans le plan directeur avant. Et donc quand on commence à entendre ce qui se passe, le côté énergétique permet au changement de se produire du côté physique parce que se reflètent mutuellement. Et donc quand quelqu'un vient et commence à faire un travail sur soi, alors quand il transmet ses gènes, il les transmet avec ce nouveau plan énergétique pour accompagner son plan physique. C'est comme Mon. Je n'arrête pas de parler d'Ethan, mais c'est parce qu'il a été un tel enseignant pour moi. Mais comme il est, c'est tellement drôle de le voir faire des trucs que je faisais quand j'avais son âge et que je ne fais plus maintenant. Mais genre, c'est comme, waouh, il fait genre cette petite mimique comme ma mère. Genre, il faisait ça tout le temps. C'est parce que, genre, cette expérience, je la lui ai transmise énergétiquement par l'ADN. L'ADN était le vecteur pour que ça lui parvienne. Donc aussi, toute la guérison que j'ai faite et que je continue de faire va être transmise énergétiquement par, et aussi l'exemple physique que je vais incarner maintenant avec ces changements de guérison va soutenir ce qu'il voit comme exemple au fur et à mesure, lui aussi. Donc, vous avez le physique, vous avez le mental, en termes de programmes mentaux que nous transmettons par notre façon de parler et ce dont nous parlons avec ceux qui viennent après nous. Il y a l'énergétique de la guérison que nous faisons et aussi le physique, ce que nous faisons physiquement et ce que les gens apprennent. Encore une fois, c'est signe de la main. Je ne lui ai pas appris à faire signe de la main. Il l'a vu, mais ensuite, il y avait aussi le codage énergétique, d'être ouvert à l'apprentissage, et il y a aussi le codage mental, d'être poli. C'est ça. Toutes ces pièces se sont assemblées et nous pouvons commencer à faire ça avec la façon dont nous transmettons toute notre histoire commune aux générations à venir. Je suis d'accord à 100%. Et nous pouvons, quand nous nous guérissons énergétiquement, ça va dans les deux sens. Ça va vers nos générations futures, nos enfants, même s'ils sont déjà en vie, ça ne doit pas être quelqu'un qui n'est pas encore né. Et ça va dans le passé aussi. J'ai reçu une femme dans mon émission nommée Nina Manjandra qui fait de la guérison énergétique de nature ancestrale. Et elle parle de comment, quand nous guérissons ce qui se passe dans nos vies, qui a été transmis, peut-être sur plusieurs générations, que ça remonte en arrière et ça aide à guérir ses ancêtres qui sont morts depuis longtemps. Mais ça aide à les guérir eux aussi. Exemple concret à propos de cette histoire d'ADN. Mon mari, Tim. Mon Dieu, je suppose qu'on était mariés depuis peu, peut-être 3 ans environ. Et il est venu me chercher à l'aéroport un soir. Il a dit, « J'ai besoin de te parler. » Ce n'est généralement pas bon signe. Il commence par, « J'ai besoin de te parler de quelque chose. » D'accord, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il s'avère qu'il avait un fils dont il ignorait l'existence et il s'appelle Randy. Et le fils il a 8 ans de moins que moi. Donc, il est né quand j'étais en CE2. Il avait peur que je sois en colère contre lui. J'ai dit, pourquoi serais-je en colère contre toi? Quand j'étais en CE2, à l'époque où tu faisais toutes tes folies, je ne te connaissais même pas. Bref, ils se sont rencontrés et leurs manières, Daniel, sont identiques. Leurs expressions faciales sont identiques. Leur calvitie sur le sommet du crâne est identique. Leurs mains se ressemblent, même rire. Ils ne se sont rencontrés que quand Randy avait 40 ans. Maintenant, dites-moi, comment ça marche? Comment ça marche? C'est l'ADN. C'est le truc comportemental. C'est ce dont vous parliez, comment votre mère a dit que votre fils fait des mimiques que vous faisiez. Bon, il est avec vous. Randy n'avait jamais été avec lui. Ça vous montre à quel point ce truc génétique est fort. Oui, en effet. Donc, exemple concret. Merci d'avoir partagé. Oui, bien sûr. J'ai une question à vous poser que je pose toujours à tout le monde quand ils sont dans mon émission. Et c'est, pourquoi pensez-vous que nous nous incarnons? Pourquoi s'incarner? Ça, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Récemment, on m'a fait découvrir le livre Destiny of Souls de Michael Newton. Newton. Et c'était fascinant parce que ce type a littéralement interviewé toutes ces différentes personnes sous hypnose qui ne se connaissaient pas. Et ils ont tous cet entier univers cohérent qu'il a découvert en ayant ces conversations et en menant ces entretiens et régressions.
qui correspond et les pièces s'assemblent toutes parfaitement grâce à des gens qui ne se connaissaient pas du tout. C'est bien ça. Donc, je trouve l'épreuve assez difficile à rejeter, qu'il y a véritablement quelque chose qui se passe à cet égard, qu'il y a un niveau d'expérience d'où nous nous incarnons vraiment. Ma conviction profonde est qu'il y a certaines choses que nous ne saurons jamais jusqu'à ce que nous cassions notre pipe et retournions, n'est-ce pas? Casser notre pipe? Is that what you said? Yeah. I've heard that one before. Et de Londres. Casser notre pipe. C'en est une bonne pour vous. Donc, ouais. Et donc, mais mon truc, c'est quelle part de tout ça est pertinente pour ce que je fais ici, maintenant? Donc, supposons que nous nous soyons effectivement incarnés pour une raison. Allons-nous vraiment trouver cette raison dans la recherche continue sur d'où nous venons, ou allons-nous trouver cette raison en explorant joyeusement où nous pourrions aller? Donc, pour moi, je définis le désir comme le cœur qui nous parle, ce que le divin cherche à exprimer à travers nous et maintes fois. Je n'ai jamais manqué de voir une de ces expressions sincères ne pas guider quelqu'un au moins vers la prochaine étape de ce voyage dont nous parlions plus tôt. Et donc, quand les gens me demandent ce qu'est le but, je crois que le but est quelque chose qui renaît à chaque instant. Personnellement, je suis passé par diverses itérations de ce que je savais être appelé à faire et je pensais que j'allais le faire pour toujours. Je n'avais aucune idée que j'allais faire ça, maintenant. J'étais très sûr que ce que je faisais avant était ce que j'étais censé faire. Je suis très sûr de ce que j'étais censé faire avant. Et j'ai eu des signes très clairs. Lumière du ciel, cloche et sifflet. Des signes que j'étais censé faire cette chose. Et pourtant, ça peut changer. Et alors que nous avançons dans cet entrelac quantique de différentes lignes temporelles, une rencontre fortuite peut nous faire basculer sur une autre, où un choix nous y mène. Quand un but passé, précédemment supposé, n'est plus aligné avec notre expansion actuelle. Et donc, pour moi, le jeu est: qu'est-ce que le divin cherche à exprimer par moi aujourd'hui et comment puis-je le faire pleinement, présentement, avec amour? Et c'est ce que je crois que nous nous incarnons pour faire. D'accord. Bien dit. Je comprends que nous nous incarnons pour créer, ce qui rejoint ce que vous avez dit. Et aussi pour vivre une vie de joie, pour trouver la joie dans tout ce que nous faisons, même dans les moments difficiles. Ça nous bénéficie d'une certaine manière. Où est la joie? Où va-t-elle? Permettez-moi de revenir sur une dernière question pour vous, et c'est que j'ai lu que vous avez eu une expérience spirituelle. Et vous y avez fait allusion plus tôt. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet et quel genre d'effet cela a eu sur votre vie? Alors j'ai commencé mon parcours de développement personnel à l'adolescence. Je lisais des livres comme Réfléchissez et devenez riche à 16 ans. J'attribue de tout cœur mes premiers succès au fait que je lisais des livres comme Psycho-Cybernetics et Easy Way to Riches de Joe Carbo et la méthode Midas de Stuart Goldsmith et toutes ces sortes de choses. Le Charles F., le système clé-maîtresse de Hanel. Je faisais ça ado et les utilisais pour créer. Mais c'était très mental. Cette énergie masculine de pousser, énergie mentale, concentration, faire le travail. Et puis, après avoir parcouru mon chemin, à peu près à l'époque, il y a environ 10 ans, peut-être, oui, il y a environ 10 ans, j'ai commencé à puiser davantage dans le féminin. Et il ne s'agit pas de genre, c'est littéralement le point de polarité, comme le côté énergie féminine de la chose. Et donc, alors que toutes mes études et pratiques métaphysiques précédentes venaient beaucoup de l'ésotérisme très masculin, maintenant, ça commençait à entrer dans une sorte de flux très spirituel. Et j'ai commencé à trouver cet équilibre entre les deux. Et alors que je parcourais ce chemin, j'ai fini par passer plus de temps dans des communautés plus, entre guillemets, spirituelles. Et pendant que je faisais ça, de plus en plus de gens étaient. C'est presque comme si l'univers me disait « Hey, on a quelque chose pour toi à faire ici. » J'étais là, non, comme je l'ai dit, ma vie fonctionnait enfin à ce moment-là. Je ne voulais pas m'impliquer avec qui que ce soit. Je ne voulais pas, vous savez, une vie très, très active. Et pourtant, les appels sont devenus de plus en plus forts. Et je me souviens m'être assis un jour et avoir dit « OK,
faisons un marché. Et j'essayais genre de négocier avec l'esprit. Genre, OK, voilà ce que je vais faire. Donc voilà ce que je mets sur la table. Voilà ce que j'offre. Je vais vous offrir ceci, ceci et cela. Et genre, je ris de moi-même maintenant en ayant ces conversations où, vous savez, c'est « Oh, oui, bien sûr que c'est exactement ce qui va se passer. Regarde ce qu'on va faire maintenant. » Et donc, tu vois, j'avais un tas d'affaires sur la table et je me suis dit, l'esprit a dit « OK, quand ces affaires seront conclues, n'est-ce pas, j'aurai mon pécule et ensuite, je serai joyeusement un pauvre enseignant. » Clin d'œil, n'est-ce pas? Vous savez, mais j'abandonnerai toute une fois que j'aurai cette certitude, n'est-ce pas? Cette sécurité, l'illusion de la sécurité et de la certitude. Et ce qui était vraiment drôle, Julie, c'est que 7,5 millions de dollars de revenus enregistrés, pas hypothétiques, des revenus enregistrés, ont disparu en l'espace de 4 jours, pendant que j'étais à une retraite de méditation. Et je parle par exemple, l'un d'eux était avec une société de Hong Kong, avec un membre du parti au conseil. Ils ont perdu leur licence de change, donc ont dû se retirer et ne pouvaient pas conclure l'affaire, n'est-ce pas? Et genre, cette personne a disparu. Et je veux dire, on ne pouvait pas les joindre. C'était des choses complètement aléatoires pendant que j'étais en retraite de méditation, à faire des hommes et à aligner mes chakras et tout ça. Je reviens et tout s'est effondré. Mais ce qui est drôle, c'est que parce que j'avais été dans cet espace pendant quelques jours, j'ai entendu cette petite voix qui disait « Vas-tu nous faire confiance maintenant? Tu n'as pas besoin de comprendre comment ça va se résoudre. On s'occupe de toi. » Et donc, j'ai commencé. J'étais en quelque sorte dans cet état de confiance. C'est arrivé vers octobre. Donc, j'étais dans cet état de quasi-confiance. Et puis, de nouveau, le 13 février 2018, je suis à une autre retraite de méditation. Je n'avais pas eu la meilleure expérience. Quelques distractions cette semaine-là. Mais bref, l'événement est terminé. Je me dis, tu sais quoi? Je vais juste aller faire une méditation marché avant de rentrer chez moi. Tu sais, je vais juste. J'ai mon vol l'après-midi, donc je vais faire ma méditation marché, prendre le taxi, aller à l'aéroport. Donc, 6 heures du matin, février, Santa Fe, Nouveau-Mexique. Santa Fe, Nouveau-Mexique, en février, pour ceux qui ne connaissent pas le climat, à 6 heures du matin, ce n'était pas le Mexique, c'était Santa Fe, Nouveau-Mexique. Il faisait très, très froid. Donc, j'avais plusieurs couches de vêtements. J'avais des chaufferettes fourrées dans mes gants et dans mes chaussettes. J'avais un caleçon long, un maillot de corps thermique, des cache-oreilles. Mais j'y vais, faisant quand même cette méditation marché le matin. Et ça m'a frappé au milieu de cette méditation marché. J'ai été projeté dans le futur, exactement à quoi ressemblerait ma vie si j'arrêtais de résister et suivais simplement le courant. Parce que, encore une fois, ma vie fonctionnait bien. J'avais de l'argent en banque. Les choses marchaient bien. Vous savez, j'avais d'excellentes relations avec mes amis et ma famille. Je faisais du sport, je voyageais, blablabla. Et c'est comme, mec, tu te sous-estimes. Et je suis littéralement parti de là. Avant même d'arriver à l'aéroport, j'avais fermé mon site web. J'avais envoyé des emails disant « Désolé, reprenez votre argent » ou « Désolé, je ne vais pas terminer votre contrat pour vous. » Et j'ai tout abandonné. Et en quelques mois, j'ai tout mis dans un sac à dos, une valise et une housse à vêtements. Et je voyageais autour du monde en partageant le travail que j'ai la chance de faire. Wow. Ouais, c'est ce que j'appellerais une expérience spirituelle colossale. Et vous l'avez mené à bien aussi. Et moi, comme vous, j'ai débattu avec l'esprit. Je sais pas. On peut négocier. Vous savez, ils nous regardent et ils rient. Ils disent, ouais, peu importe, bonne chance avec ça. Exactement. Où peut-on en savoir plus sur vous? dreamwithdan.com, l'endroit le plus simple pour me trouver. dreamwithdan.com. Quel super nom de site web. dreamwithdan.com. Eh bien, Dan, merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre cette semaine. Il est à Dubaï, tout le monde. Donc, il est temps pour vous d'aller vous coucher. Et on vous envoie beaucoup d'amour depuis Sweet Home, Alabama et de Dubaï, de la part de Daniel également. Donc, merci de nous avoir rejoints, tout le monde. À la prochaine fois. Au revoir. Pour améliorer votre voyage spirituel, cliquez sur l'une des vidéos ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager avec votre famille et vos amis.